Dans mon cas, ça a été, je dirais, deux épisodes où il y avait même de l'humour, je dirais, là. Fait que je suis capable d'en parler assez aisément, mais je suis capable aussi de comprendre que pour une personne, par exemple, qui fait une psychose puis il y a de la paranoïa de mélanger avec ça, qu'il y a des éléments de violence, que c'est pas facile parce que la personne s'en souvient, là. Elle s'en souvient. Tu sais, des fois, on va entendre parler dans les médias d'un événement dramatique, un meurtre, par exemple, comme récemment, un meurtre à l'arme blanche, tu sais, gratuit, tu sais, puis la personne était à moitié nue, puis etc. Tu sais, moi, pour avoir vécu ces choses-là, j'ai des forts doutes, mais je ne suis pas un psychiatre, mais j'ai des forts doutes que la personne était ailleurs, clairement. Tu sais. De là à tout justifier, non. Mais de prétendre qu'effectivement, la personne avait possiblement besoin d'aide avant. Ouais. Ça, c'est une affaire. Tu sais. Puis d'ailleurs, souvent, on va entendre les membres de l'entourage le dire. J'avais téléphoné à la police. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. J'avais téléphoné dans un organisme, ça ne venait pas à bout de déclencher, puis voilà le résultat. Alors, c'est triste, là, mais ça aussi, c'est une réalité. Il doit y avoir aussi il y en a peut-être qui ne prennent pas leurs médicaments. On retrouve ça souvent chez des personnes, je ne dis pas ceux qui ont le trouble bipolaire, là, mais sur quantité de gens en santé mentale, il y en a qui laissent totalement les médicaments. Ça oui, bien, il y a plusieurs facteurs là-dedans. Hein. Oui, ça peut devenir un problème, clairement. Moi, je suis une personne qui, personnellement, là, je suis très fidèle à ma médication depuis des années, tout le temps été fidèle à ma médication. Ceci étant dit, je peux comprendre une personne qui, par exemple, aurait des effets secondaires majeurs liés à la prise de médication. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est important à ce moment-là que le spécialiste ou le médecin de famille, parce que des fois, ça peut être le médecin de famille, reçoive la personne et regarde les différentes possibilités. Parce que... Pour changer de molécule. Changer de molécule, c'est exactement ça. Moi, dans mon cas, ça s'est fait il y a quelques années. Je prenais du lithium, puis à un moment donné, on fait une prise de sang, puis là, on s'aperçoit que la créatinine monte. Donc là, ça devient dangereux pour les reins ou pour la glande thyroïde. Et on doit faire un changement. Puis là, il y a une petite guéguerre entre le psychiatre puis le spécialiste, là, par exemple, dans mon cas, l'Hôtel-Dieu de Québec, qui détectait ça. Il dit, moi, j'incrimine le lithium, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Puis là, tu arrives, tu t'assois avec ton psychiatre, tu sais, puis c'est une personne que j'aime beaucoup, là, OK? Bon. Et je lui dis bien simplement, regarde, c'est mon corps. Je veux qu'on change de molécule. J'attendrai pas que la situation empire. OK? Fait que finalement, on a procédé à deux essais. Il y a un premier essai qui était totalement infructueux. Ça, c'est frustrant, pas à peu près. Surtout quand ta vie est stable, ça va bien, là. Puis après ça, on est arrivé à une autre molécule, donc dans mon cas, qui s'appelle l'Épival. Puis ça va très, très bien depuis le temps. J'ai aucune espèce d'effet secondaire, sauf que demain matin, si je commence à avoir des effets secondaires qui impactent sur ma vie, là, je vais retourner à ce moment-là voir mon spécialiste pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Je comprends maintenant certaines personnes qui vont vouloir abandonner leur médication parce que, justement, les effets secondaires sont trop majeurs. Okay. Ça aussi, c'est important. J'ai rencontré à un moment donné une jeune fille il y a quelques années qui me disait, tu sais, Richard, elle dit, moi, j'ai tout essayé, pardon, et ça ne fonctionne pas. J'ai toujours des effets secondaires majeurs. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai de l'emprise sur le côté psychologique, j'ai de l'emprise sur le côté social, sur ma famille, sur ma relation de couple. Alors, j'ai décidé d'aller de l'avant là-dessus. Donc, là où elle pouvait aller.
j'ai trouvé sage, j'ai trouvé très bien. Puis parce que de toute façon, médicaments ou pas, il faut être là. Tu sais, les facteurs, souvent on va dire les facteurs biopsychosociaux. Tu sais, moi j'ai tendance à dire, on peut-tu parler du social, psycho, bio, tu sais, parce que... C'est très important. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, lequel est plus important? Tu sais, puis je pense qu'il faut éviter justement d'en mettre un. C'est parce que quand on parle du biomédical, souvent, il est lié à la crise, hein, au tout début, là, tu sais, alors c'est... puis donc, de bien installer les choses, puis etc. Puis ça, je n'ai pas de misère, là, je comprends ça. Mais il y a tellement d'autres choses, là, à regarder, puis, tu sais, des fois, bon, on a, je sais pas, moi, on a un divorce au travers de ça, bon, bien, on a peut-être des choses à régler par rapport à ça. Tu sais, c'est... on vit avec des enfants, il y a des choses avec la famille, bon, donc il y a beaucoup à faire. Et puis ça, c'est important, c'est important à le faire, puis c'est pas avec la médication qu'on va régler ça. Exactement. Monsieur Langlois, je voulais vous demander comment vous avez fait pour, comment vous avez fait pour choisir les gens là, qui ont témoigné dans votre livre. Est-ce que vous avez pris les meilleurs cas que vous n'aviez pas vus, rencontrés? J'aurais pu en avoir 25 ans. C'est que ça a donné comme ça. Il y a des gens que je connaissais déjà leur, leur vécu. Je voulais avoir des vécus différents. Tu sais, je voulais pas avoir 5 personnes qui avaient un trouble bipolaire ou des trucs de même. C'était pas sûr du tout qui était l'objectif. Je voulais simplement montrer, je vous ai parlé tantôt du visage de la détresse. Bien, c'est ça que je voulais faire, montrer que le visage de la détresse pouvait être tellement varié, là. Alors, c'était mon premier critère. Tu sais? Alors, fait que là, j'ai regardé beaucoup autour de moi, puis à un moment donné, bien là, c'est ça. Là, je me disais, ah, regardons, j'ai quelqu'un, tu sais, j'ai un homme qui accompagne un fils qui vit avec la schizophrénie. Tu sais, ah, wow, quelle belle expérience, tu sais. On va le chercher, tu sais. J'ai un autre ami, lui, c'est un homme qui a vécu une dépression majeure, puis que c'est un ancien journaliste qui a écrit, d'ailleurs, formidable, Gilles Simard. Oui, c'est très touchant, j'ai lu. Là. Oui, puis il a écrit un livre qui s'appelle « Le cœur enveloppé », là, un magnifique volume. Fait que c'est comme ça. J'ai une amie à Val-d'Or qui a connu la mort clinique, donc qui s'est retrouvée dans le coma. Fait que ça aussi, tu sais, j'aurais pu en avoir. C'est qu'il fallait qu'il y ait une limite à un moment donné, tout simplement, tu sais, parce que l'objectif n'était pas d'en avoir 25. L'objectif était simplement de montrer que le visage de la détresse pouvait être différent. Alors, c'est simplement pour ça. Je savais le refaire demain. Je pourrais faire un livre uniquement avec des témoignages, si je voulais, tu sais. Mais est-ce que ce serait... Il faudrait aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que les témoignages. Oui. En tout cas, moi, je l'ai lu, puis il n'y a pas un témoignage qui n'est pas bon. Mais c'est touchant, puis en même temps, bien, il y a de l'espoir. Dans tous les cas, j'ai demandé aux personnes qui ont voulu accepter de me parler d'espoir dans leur vie. Et je leur ai demandé. Donc, il fallait que, quelque part, ça apparaisse. C'est pas pour rien que le sous-titre du livre... Oui, hein? De l'espoir à la résilience. De l'espoir à la résilience, parce qu'au début, j'avais la page couverture du livre, mais il n'y avait pas de sous-titre. Mais moi, dans ma tête, ça a toujours été là. C'était, je voulais que l'espoir soit présent, mais je voulais aussi qu'on sente qu'il y a des gens qui vivent des choses vraiment spéciales, puis qui rebondissent dans la vie. Tu sais, c'est... oui, on est beaucoup dans la détresse. De ce temps-là, on entend parler énormément. Puis bon, on entend parler de ce qui arrive en Ukraine, par exemple, tout ça. Tu sais, puis un jour, bien, on entendra parler de certaines personnes qui étaient présentes là-bas, qui ont dit solide, tu sais, pour vivre, puis transcender leur expérience. Ça ne peut pas toujours aller mal dans la vie, là. Non, vraiment pas. Tu sais, donc, c'est ça. Alors, pour moi, je suis très, très content. Je suis content qu'il y ait des personnes qui soient prêtées à ce jeu-là.
Puis, voilà. Alors, je le referai demain matin, puis je pourrais le refaire avec d'autres personnes sans problème, là. Parlez-nous de vos collaborateurs dans le livre. Bien, les collaborateurs, bien, c'est sûr que c'est les personnes qui ont témoigné, c'en est des collaborateurs, mais dans la deuxième partie, c'est des personnes, tantôt qui étaient près de moi, d'autres plus loin. Donc, les collaborateurs viennent de différents endroits. Il y en a de différents endroits au Québec. Il y en a Par exemple, je suis allé chercher la présidente de l'Association canadienne pour la santé mentale au national. Je ne la connaissais pas. En fait, j'ai contacté Diane Vinet, qui est à l'Association canadienne pour la santé mentale Montréal, que je connais depuis quand même plusieurs années. Puis là, Diane a dit faire un texte sur la promotion de la santé, c'est pas moi qui vais le faire. Elle a dit, c'est Karen. Bon, Karen, c'est celle que je vous ai parlé, là, qui est la présidente de l'ACSM et nationale. Elle est prof aussi à l'Université de Montréal. Elle m'a invité d'ailleurs dans un de ses cours. Elle m'a invité dans un de ses cours sur Zoom. Fait que ça, c'est des belles collaborations. C'est des choses que tu n'attends pas nécessairement. Tu sais. Puis surtout dans ce cas-là, moi, je voulais avoir tout un chapitre sur la promotion et la prévention. Donc, à partir de la petite enfance. Puis là, j'ai plusieurs collaborateurs qui embarquent dans ce chapitre-là. Jusqu'à la toute fin avec Karen et une amie qui s'appelle Nathalie Dumais, Nathalie qui s'est occupée longtemps du mouvement Santé mentale Québec, dont on retrouve des antennes un petit peu partout dans la province. Nathalie s'est prêtée au jeu tout de suite. Elle a dit « Richard, moi j'embarque. » Fait qu'il y a Karen qui parle de promotion et puis après ça, Nathalie qui parle de prévention. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant. Parce que si on n'est pas capable, moi je peux parler de curatif, je peux envoyer les gens vers des ressources puis tout ça. Mais le plus important, après tout, quand on réfléchit, là, c'est de pouvoir parler ou de penser santé mentale, mieux-être, tout au long de la vie, à partir de la petite enfance. T'sais? Que nos enfants grandissent en confiance, que nos enfants développent l'estime de soi. T'sais? Pourquoi c'est-tu si tabou? Les gens ont peur d'en parler? Bien, c'est-à-dire, je pense que les gens ne comprennent pas tout le temps. Ouais. Hein, c'est ça aussi, là. Puis, par exemple, le rôle parental. Le rôle parental, il y a des parents, ils l'ont tout de suite, on le comprend, mais il y en a d'autres, je pense qu'il y aurait avantage, je vais être plate à dire, là, je vais quand même le dire, mais il y aurait avantage quasiment à avoir des cours, comment élever un enfant pour que son enfant ait du plaisir dans la vie, qu'il grandisse en confiance. C'est important. Moi, j'ai vécu, là, je vais faire un petit encart. J'ai vécu des moments très, très difficiles, moi, dans ma vie, dans ma jeunesse. Pardon. Mais j'avais un père qui était ultra autoritaire. Okay? Et moi, j'étais l'aîné d'une famille. Mon père m'a élevé à la dure. Mais j'ai compris plus tard que probablement que mon père avait été élevé à la dure, mais plus dur encore. OK? Donc, j'ai enduré beaucoup de violence verbale. Mon père a dû endurer en plus de la violence physique, persuadé. Ça n'excuse rien.